Vous en avez pas marre de voir toujours les héros gagner? On n'a même plus peur pour eux. On sait qu'ils vont s'en sortir, que la démocratie libérale américaine triomphera. Heureusement au cinéma, il y a des films qui décident de nous surprendre et de faire gagner ceux qui, normalement, perdent toujours. Qu'est-ce que ça donne? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors attention, on va spoiler méchamment les films dont on va parler. Saw. Vous connaissez tous la saga Saw, du bon film d'horreur bien dégueu, des gens coincés dans les jeux d'un tueur psychopathe. Pour survivre, ils doivent résoudre des énigmes, faire face à des pièges et des dilemmes insoutenables. Se couper une jambe ou mourir, tuer son pote ou mourir, plus les films avancent, plus les choix sont tordus. Le premier reste très soft comparé aux autres. Mais du coup, pourquoi tous ces pièges? Y a un but ou c'est totalement gratuit? Dans les films, on apprend assez vite que Jigsaw, le méchant, est atteint d'un cancer en phase terminale. Il trouve que les gens ne sont pas assez attachés à la vie, donc les mettre face à des situations horribles devrait leur faire prendre conscience de combien la vie est précieuse. Qui plus est, les gens soumis à ces pièges ne sont souvent pas très sympathiques, des gens cupides ou délinquants. Dans le premier film, ces deux victimes sont enfermées dans une sorte de sous-sol, les jambes attachées au mur par des chaînes. À leur disposition, une scie et une radio. Au milieu d'eux, un cadavre, la dernière victime de Jigsaw qui n'a pas survécu à ces pièges. Après quelques discussions, les deux hommes commencent à comprendre pourquoi ils sont là, quels sont leurs liens et ce qu'ils doivent faire pour s'échapper. La scène que vous connaissez tous, c'est celle où l'un des personnages se rend compte que la scie n'est pas là pour scier la chaîne en métal qui les retient, mais sa jambe. Du coup, il est obligé de scier le pied pour espérer revoir la lumière du jour. C'est l'une des épreuves pour sortir de la pièce, entre ça et tuer l'autre pour survivre. Super fun! Finalement, quelqu'un entre dans la pièce. Pensant immédiatement que c'est leur ravisseur, les deux hommes élaborent un stratagème pour le tuer et en finir. Sortir en fin d'affaire. Le premier, celui à qui il manque un pied, décide de ramper pour s'échapper et revenir avec de l'aide. Le deuxième est obligé de rester. Plus qu'une chose à faire, chercher la clé sur le cadavre pour le libérer. Si c'est le tueur, il aura bien un double, c'est logique. Pourtant, il ne trouve rien. Après quelques instants, il met enfin la main sur quelque chose. Pas une clé, mais une radio. Une voix lui parle, le jeu n'est pas fini. Il comprend qu'ils ont tué un innocent. D'un coup, le cadavre au milieu de la pièce se lève, ce n'était en rien une victime, mais Jigsaw lui-même. Il part, enfermant le dernier survivant dans la pièce tout en disant « Game over ». Il est toujours en liberté, l'une de ses victimes a réussi à sortir, mais l'autre y a laissé la vie. Il a complètement gagné. Tout ça en restant par terre. Dans cette série de films, Jigsaw gagne plus ou moins à chaque fois. Il arrive à toujours garder une avance sur les policiers, et en plus, il acquiert petit à petit des disciples qui vont venir perpétuer son héritage, même après sa mort. La sortie de Saw au cinéma, c'est un carton absolu. Un nouveau sous-genre du cinéma d'horreur est né. Alors que le film devait à l'origine n'être qu'une sortie directe en vidéo, Saw au cinéma, ça s'est décidé au tout dernier moment, lors du succès de la projection test. L'impact est aujourd'hui immense. Tout le monde connaît ce film parce qu'il a marqué toute une génération. De la violence gratuite à ce point, on n'en voyait pas tous les jours. Voir des méchants sur un écran de cinéma, c'est bien, mais les incarner dans un jeu vidéo, c'est mieux. Pour ça, Bloodlines Heroes of Lethos vient de sortir et ils sont notre partenaire du jour. Une nouvelle façon de concevoir le RPG. Ici, vous devez créer votre propre dynastie en faisant s'accoupler vos champions. Des mariages improbables entre humains, orques, loups-garous, démons, dragons et même des dieux. Donnez ainsi naissance à des hybrides surpuissants. Plus vos héros sont proches et compatibles, plus leurs enfants seront légendaires avec des compétences uniques. Il ressemblera à quoi votre arbre généalogique? Personnellement, j'aime beaucoup les Lycanis, un clan de loups-garous assassins, tous plus badass les uns que les autres. J'espère pouvoir les accoupler aux dieux. Il y a bien sûr de la gestion de royaume, des combats tactiques, de l'amélioration de champions, et qu'est-ce que c'est beau en plus de ça. Pour célébrer le lancement du jeu, ils font pleuvoir les récompenses. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien en description pour débloquer gratuitement le clan des Karg, qui peuvent carrément se transformer en dragons. C'est pas tout, on vous offre un pack de démarrage d'une valeur de 30 €. 2 cristaux d'invocation, 5 potions de vigueur et 200 diamants. Et cerise sur le gâteau, un demi-dragon, demi-dieu légendaire et extrêmement rare. Les deux meilleures races combinées en une seule, prêtes à rouler sur vos ennemis. Encore merci à Bloodline de nous soutenir. C'est une expérience incroyable, vous aussi lancez-vous dans l'aventure avec notre lien en description. Seven. On parle souvent des films à twist. Memento, Shutter Island, Le Sixième Sens, The Game,
À la fin, toute l'intrigue est bouleversée sans même qu'on s'y attende. Personnellement, quand c'est bien fait, j'adore, ça nous laisse avec un goût amer. C'est particulièrement le cas pour le film Seven. Brad Pitt et Morgan Freeman sont deux policiers de la brigade criminelle qui traquent un tueur en série. Jusque-là, rien de spécial, à part que l'homme en question se dit bras droit de Dieu. L'humanité a trop succombé au vice, il veut y remédier en tuant selon les 7 péchés capitaux, en bon défenseur de la foi chrétienne. Le premier crime, c'est la gourmandise. Les deux policiers tombent sur un homme obèse dont la tête est plongée dans une assiette de spaghettis. On a dû le forcer à manger jusqu'à la mort. Trop sympa. Ensuite, on a l'avarice, un avocat sauvagement assassiné. La paresse, un trafiquant de drogue maintenu entre la vie et la mort sur son lit. La luxure, une prostituée. Et enfin, l'orgueil, un mannequin qu'il a juste mutilé et qui a fini par se suicider. Vous vous dites sûrement qu'il reste 2 péchés, l'envie et la colère. Après que les deux hommes aient galéré durant tout le film, sans trouver la trace du meurtrier, ce dernier finit par se rendre tranquillement à la police, les vêtements recouverts de sang. Il affirme avoir fini son œuvre et qu'il fera des aveux à une condition: leur montrer la dernière scène de crime. Ils se rendent alors en périphérie de la ville, sur une sorte de terrain vague. Rien à signaler, sauf un camion qui s'approche d'eux. Un homme sort, leur dépose une boîte en carton, le personnage de Morgan Freeman approche, ouvre lentement la boîte. On sent l'horreur apparaître sur son visage. Le tueur s'explique, dedans se trouve la tête de la femme de Brad Pitt. On l'avait vu plus tôt dans le film, elle était enceinte et le tueur était jaloux de la vie idyllique du détective. En larmes, le détective pointe son pistolet sur le tueur, il hésite, mais foudrage finit par tirer. La voilà, la colère. Le méchant donne donc sa propre vie pour accomplir son œuvre. Dans la mort, il a gagné. C'est sûrement la vengeance la plus amère de l'histoire du cinéma. Ça a marqué tout le monde, le film a été un carton. 30 millions de budget pour 300 millions de recettes. Quand on pense que les producteurs ont failli interdire la scène finale pour faire une fin heureuse. Ils voulaient juste mettre la tête d'un chien dans la boîte et ce n'était même pas Brad Pitt qui tuait le meurtrier. Heureusement que le réalisateur a bataillé pour mener son idée à bien. Bon, après, la première version était encore plus sombre. On devait voir la tête décapitée à l'image, bien plus brutale. Usual Suspect, le carton des années 90. On vous parlait des films à twist, celui-là c'est une référence du genre. Pour beaucoup, c'est même le meilleur de l'histoire du cinéma. Un homme, Verbal Kint, est atteint d'une paralysie cérébrale qui lui bloque la jambe. Pourtant, c'est l'un des seuls survivants d'une explosion criminelle ayant fait 27 morts. C'est donc l'un des seuls témoins, le seul qui sait peut-être qui a fait le coup. Interrogé par la police qui lui accorde une immunité contre sa parole, il raconte toute son histoire. Lui et 4 hommes se sont retrouvés arrêtés pour suspicion du détournement d'un camion rempli d'armes. Relâchés faute de preuves, ils vont alors s'allier pour réaliser une mission. Voler des émeraudes à un trafiquant protégé par des policiers corrompus. Après avoir réussi ce casse, on leur propose un autre butin. Des bijoux dérobés par un certain malfrat. La mission est à nouveau un succès, sauf que ce ne sont pas des bijoux qu'ils récupèrent, mais de l'héroïne. On les accuse d'avoir volé le butin, fait échouer la mission qui était commanditée par un certain Keyser Söze. Le nom à lui tout seul fait frissonner les voleurs. Keyser Söze, c'est une véritable légende dans le monde criminel. Tout le monde en a peur et tout le monde le respecte. Ils vont alors devoir faire une nouvelle mission à son compte pour s'acquitter de leurs dettes, se rendre au port pour attaquer un bateau contenant 91 millions de dollars de cocaïne. La mission est un échec, ils meurent presque tous et voilà, Verbal a fini son histoire. Là, on commence à se poser des questions. Alors, qui est Keyser Söze? Est-ce qu'il existe réellement? Le policier conclut que c'était l'un des 5 criminels. Il en soupçonne même un en particulier, Dean Keaton. Comme ils sont tous morts, l'enquête ne pourra pas avancer. On ne saura jamais vraiment qui est Söze, mais au moins la ville sera plus sûre. Il laisse Verbal partir comme promis et retourne à ses occupations. Quelques instants passent avant que l'agent ne regarde autour de lui. Là, il se rend compte qu'il a fait une terrible erreur. Il laisse tomber sa tasse qui explose sur le sol. Tous les noms que Verbal lui a donnés étaient inventés. C'était des noms de marques, de criminels, écrits un peu partout dans la pièce. Pour couronner le tout, il reçoit le portrait robot de Keyser Söze qu'a décrit le 2e survivant de l'explosion. Pas de doute, c'est lui. Il a compris, mais c'est déjà trop tard. Maintenant, il est déjà loin.
Alors qu'il s'éloigne, sa paralysie disparaît d'un coup, il allume une cigarette, rentre dans la voiture et disparaît. Dans les années 90, lors des séances de cinéma, le public n'en revenait pas. Le retournement, le jeu d'acteur, tout ça a contribué à l'impact que ce film a eu sur les spectateurs de l'époque. La dernière phrase de Kaiser Soze est aujourd'hui devenue l'une des plus cultes du cinéma. Le coup le plus rusé que le diable ait réussi, c'est de convaincre tout le monde qu'il n'existe pas. Et d'un coup, il s'envole. Gone Girl. J'ai rarement vu un film aussi tordu. Quand il y a des disputes de couple, soit vous arrangez les choses, soit vous rompez. On est d'accord. Dans Gone Girl, la solution, c'est mettre son mari en prison. Bonne ambiance. Au début du film, la femme disparaît sans laisser trace. A-t-elle été tuée? Le suspect principal, c'est son mari, Nick. Ils se disputaient tout le temps, mais surtout, il l'a trompée. Les médias s'en mêlent, font de sa disparition un événement. Accusé par la foule d'être un meurtrier, Nick est presque déjà sous les barreaux. Mais lui nie complètement lui avoir fait du mal. Il va alors suivre une série d'indices pour s'innocenter, prouver qu'il n'a rien fait et que c'est sa femme qui est partie de son plein gré. Parce que oui, en attendant, elle n'est pas morte. Elle a tout simulé pour s'échapper et faire porter le chapeau à son mari, menant une vie sous couverture dont elle finit par se lasser. Elle se rend alors chez l'un de ses ex super riches pour vivre sa vie avec lui, bien protégée. Bien sûr, elle lui ment, dit que son mari l'a battue et qu'il la recherche actuellement pour la tuer. Un soir, allumant la télé, elle tombe sur les infos. Nick est dans une émission et fait des excuses publiques. Il admet ne pas avoir été un bon mari devant tout le monde et s'adresse même directement à elle. Si elle revient, il promet de rester tout le reste de sa vie à ses côtés. Voyant ça, elle a envie de le retrouver. Elle n'aime plus voir les médias l'accuser, elle veut rentrer. Mais quelle excuse donner? Une solution, tuer son ex pour faire croire à tout le monde que c'était lui qui l'avait retenue prisonnière. Elle le tue et revient comme une fleur, s'inventant une figure de victime, pleurant face aux caméras. Mais son mari connaît la vérité. Il sait qu'elle joue un rôle, que tout ça, c'est qu'un mensonge. Elle lui a déjà fait le coup. Il a pas forcément envie de passer le reste de sa vie avec une meurtrière capable de tuer un homme de sang-froid, une mythomane et manipulatrice qui a failli ruiner sa vie en l'accusant à tort. Le truc, c'est qu'il n'a pas de preuves pour l'inculper. Les médias encensent le happy end conjugal qu'elle leur vend. Pire, pour le faire chanter, elle s'est mise elle-même enceinte. Oui, en faisant congeler du sperme qu'elle avait conservé, sans lui dire. Les médias bien sûr jubilent, la femme victime qui se reconstruit en devenant mère. C'est beau. Le mari est totalement piégé, un enfant est maintenant en jeu et il est dans le ventre de la personne dont il sait qu'elle peut détruire sa vie. Le dernier plan du film, c'est ses yeux dont on sent toute la jubilation froide, pendant que son mari bouillonne de pensées. Elle a gagné. Il faut savoir que la sortie du film a fait un petit scandale. Beaucoup dénonçaient la mauvaise image de la femme qu'il nous présentait. Pour eux, une femme manipulatrice comme ça décrédibilise pas mal les vraies victimes. Finalement, qui a le droit d'être méchant? Au cours de l'histoire du cinéma, de nombreux réalisateurs se sont fait accuser de sexisme car leur méchant était une femme. Ce qui est sûr, c'est que Gone Girl nous déboussole. Il peut nous énerver, taper sur nos convictions les plus profondes. Pour pas mal de gens, c'est ce qui en fait un si gros film. En le regardant, on est sûr de ressentir quelque chose. Funny Games. Contrairement à son nom, Funny Games n'a absolument rien d'amusant. Il existe deux versions du film faites par le même réalisateur, une version autrichienne et une version américaine. Les deux racontent plus ou moins la même histoire. Un couple et leur fils partent en vacances comme on pourrait tous le faire. Ils s'installent dans leur maison, font leur vie tranquillement, jusqu'au jour où deux jeunes hommes viennent leur demander des œufs. Bien habillés, tout en blanc, ils se nomment Paul et Pierre, les prénoms des deux plus grands apôtres du Christ. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Une fois rentrés dans leur maison, les deux hommes séquestrent la famille. Ils les torturent pendant des jours, physiquement mais aussi mentalement, finissant même par tuer le fils d'un coup de fusil. Là, on sait que ça va mal se terminer. Au bout d'1h30 de violence, la fin ne peut être qu'abominable. Sauf que la mère réussit à s'enfuir à l'aide du père. Elle passe par la fenêtre, court le plus vite possible, prête à ramener de l'aide. Arrivée sur la route, elle boite à cause de ses blessures. Heureusement, une voiture s'approche. Elle utilise ses dernières forces et appelle le chauffeur, mais il ne l'entend pas. Là, une seconde voiture arrive, elle est enfin sauvée. C'est ce que vous pensiez avant de découvrir que c'était juste les deux hommes qui l'ont retrouvée. Ils la ramènent à la maison, finissent par tuer le mari avant de faire un petit tour en bateau et de noyer la pauvre femme. Vous vous en doutez, le film a fait un scandale.
scandale. Lors du Festival de Cannes de 1997, les gens quittent la salle. Ils crient à l'apologie de l'ultraviolence. Pourtant, son réalisateur, Michael Haneke, a toujours dit qu'au contraire, son film l'a dénoncé. Pour lui, c'est un film qui nous met en face de notre propre violence. Fondamentalement, en quoi ce qu'on regarde est plus dérangeant que les milliers de morts qu'on voit à peine dans les blockbusters? Son but, c'est plutôt d'accuser la violence cinématographique, c'est pour ça qu'il brise sans cesse le 4e mur. Paul vous parle, vous prend à partie, finalement vous avez participé à tout ça. Vous avez gagné tout autant que lui. Pourquoi le héros ne perd presque jamais? Globalement, si quelques films s'y sont tentés, peu de héros finissent par vraiment perdre. Même dans les grandes sagas, l'Empire contre-attaque ou Infinity War pour le plus récent. Dans ce dernier, la victoire de Thanos n'était que de courte durée. Tout est remis en jeu dans Endgame, un petit voyage dans le temps et boum, tout est bien qui finit bien. Vous imaginez un Marvel où les super-héros finissent par mourir? Pas de Deus Ex Machina, pas de suite, juste fin. Ça paraît impossible. Les studios le savent, le spectateur s'identifie au héros. Vous voulez voir Iron Man battre Thanos. Pourtant, faire gagner les méchants, ça a parfois du bon. Que ce soit une bataille mentale, comme dans Gone Girl, ou physique, comme dans Saw, c'est inattendu. Ça choque et c'est même parfois plus réaliste. Que serait le premier Saw sans l'horreur qu'on a tous ressentie à la fin? Si Game of Thrones a eu tant de succès, je suis sûr que c'est aussi parce que dans la série, n'importe qui pouvait mourir. On ne s'y attend jamais. La plupart du temps, le public adore. Bon, ça marche pas à chaque fois, regardez la série Mortal Kombat Conquest. La première saison s'est terminée sur la mort de tous les personnages, tout devait s'arranger dans la saison 2, mais la série a été annulée avant. Dommage. Le méchant n'est jamais censé gagner. Il n'est qu'une épreuve face au héros qui doit lui permettre de se dépasser. Sa victoire brise le cycle qu'on connaît tous. Au fond, l'important, ce n'est pas de faire gagner le méchant, c'est de lui donner une bonne raison de le faire. Ça peut être jouissif ou juste horrible, mais il faut que le spectateur y trouve de l'intérêt. Dans cette vidéo, on aurait pu vous parler de dizaines d'autres films. Faites-nous savoir en commentaire si un deuxième épisode vous intéresserait. C'était Nox et Mélie. Ciao.